Bonjour. Bonjour. Et bienvenue Clarisse, ça nous fait hyper plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Clarisse, j'ai 34 ans, je suis plombière, anciennement notaire, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. J'adore ce que je fais, j'adore mon travail, je suis une jeune chef d'entreprise du coup. Parle un peu de tes études et de tes débuts de notaire. Moi j'ai fait donc des études supérieures, donc je suis allée en master 2 de droit notarial, j'ai obtenu mon diplôme qui se faisait en alternance. Le premier jour où je suis rentrée dans mon étude en alternance, je me suis sentie pas vraiment à ma place. J'avais fait quand même à cette époque 5 ans de droit et je me suis dit waouh, mais en fait je sais pas si je vais pouvoir passer toute ma vie à faire ça, et dans des bureaux, devant des écrans d'ordinateur, à lire des cadastres, etc. Je me suis dit vraiment bon, la réussite sociale était là et dans mon travail, je pouvais pas vraiment me plaindre au quotidien. Mais quand même, au fond de moi, j'avais toujours un peu ce truc de me dire, ça fait 5 ans que je travaille et puis j'en ai encore 40, 50, enfin je sais pas combien de temps. Au bout de 5 ans, de se dire, je suis pas très bien dans mon travail. Enfin, ça m'a un petit peu fait tilt quand même. Enfin, j'aime toucher les objets avec mes mains, j'aime voir le monde, j'aime voir l'extérieur. Enfin voilà, j'aime la pluie. Enfin, j'aime bien sentir un peu les éléments. Et c'est vrai que là, j'avais un peu cette impression d'être dans un tunnel et que je voyais pas ce qui se passait autour. Et donc, le phénomène déclencheur, comment ça se déroule? Dans l'étude dans laquelle je travaillais, ils ont anticipé une forte baisse du marché immobilier et donc ils ont anticipé en procédant à des licenciements. Et donc on était tous avec mes collègues un petit peu à s'inquiéter, à se dire qui va partir, etc. Et j'avais vraiment cette inquiétude. Et puis finalement, au moment où il a annoncé la liste du personnel qui était licencié, j'étais pas dedans et je n'ai senti aucun soulagement. Et là, je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail. Et toi, en quelque sorte, t'es pas soulagé et presque t'es déçu de pas être dans cette vague de licenciements. Là, je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas. Ça, je pense que ça a été quand même le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est avec l'idée de fonder ma famille, je pense que je voyais aussi mes collègues qui parfois avaient une vie familiale. Et je me suis dit, mais ils rentrent chez eux le soir à 22h, 23h, crevés, les yeux éclatés d'avoir passé toute la journée devant l'ordinateur. Je me disais un petit peu, mais quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils ont à offrir à leur famille? Moi, j'avais pas envie de faire une famille pour faire une famille. J'avais envie de faire une famille vraiment pour avoir un peu des moments privilégiés. Et même si je travaille beaucoup, mais en tout cas d'avoir la disponibilité intellectuelle quand je suis avec ma famille, de prendre ces moments-là. Et ça, je pense que je l'ai vraiment gagné en devenant chef d'entreprise. Donc cette décision, induite par la crise sanitaire, de là à passer plombière, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu plein de choix, je suppose, tu as eu plein de réflexions, comment ça s'est passé? Je me suis portée volontaire du coup pour m'inclure dans cette vague de licenciements économiques et je me suis retrouvée quasiment du jour au lendemain au chômage, sans l'avoir vraiment anticipé. Et je me suis retrouvée à pas avoir d'activité et à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc je me suis dit ok, il faut que je fasse un métier manuel. Mais à cette époque-là, il m'est arrivé une petite mésaventure, alors pas grand-chose, mais j'ai eu un problème avec ma voiture. Et donc je vais chez le garagiste et puis il me dit vous en avez pour 800 €. Bon je dis d'accord. Sauf qu'à ce moment-là, je suis au chômage, je suis pas dépourvue de moyens, mais enfin quand même, j'ai du temps et j'ai un petit peu moins d'argent. Je regarde un peu sur internet, la pièce elle coûte 30 €, je vois un petit tuto et tout, je me dis non là franchement faut que je tente un truc. Donc je prends mes outils, j'achète ce qu'il faut, blablabla, je commande la pièce, 30 € et puis franchement j'ai fait le boulot, allez, en 1h30 parce que j'étais très 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 mauvaise. Je peux imaginer qu'un technicien du garage, il aurait mis 15 minutes top chrono. Et là, en racontant cette histoire en fait à mes copines, elles m'ont toutes raconté à ce moment-là des histoires de serruriers, de plombiers, de garagistes, etc. où elles avaient un peu le sentiment que parce qu'elles étaient des femmes, elles s'étaient un petit peu fait avoir. Et donc là, ça m'a donné un peu une idée et je me suis dit mais en fait, c'est vrai qu'il y a quand même un créneau parce que dans tous ces métiers-là, parfois, il y a une perte de confiance parce que ces métiers-là sont propices et parce que les femmes se sentent aussi un peu vulnérables. Et enfin, pourquoi la plomberie précisément? C'est vrai que la plomberie, il y a un côté assez technique, assez manuel dans le façonnage des pièces, dans le travail du cuivre, presque un peu artistique, j'aime à dire. Et ça m'a plu quand même parce que j'ai besoin de faire quelque chose où je sens une production vraiment qualitative, où il y a une espèce d'art derrière. Et du coup, voilà, ça m'a entraînée vers la plomberie sans que vraiment je n'y connaisse rien du tout. Ok, donc ce choix est fait, je souhaite devenir plombière et donc après, il y a comment je vais me former. Alors comment ça se passe cette phase-là? Parce que tu avais un cursus, un joli cursus et des belles études. Comment se fait le pas? Je suis quelqu'un persuadé qu'on n'apprend jamais mieux que sur le terrain. Donc je me suis dit, il me faut une formation en alternance parce que j'ai envie de voir concrètement comment ça se passe. Ça réduit déjà beaucoup le champ des possibles puisque les centres de formation qui accueillent des personnes en reconversion dans le cadre d'une formation en alternance, il n'y en a pas tant que ça. J'ai choisi le centre de formation qui m'a plus plu. Ça, c'était encore la partie facile. La partie plus difficile, c'était de trouver un contrat en alternance parce qu'en fait, j'étais plus âgée, donc je coûtais plus cher pour les entreprises. J'étais une femme,
Je pense que ça a dû désarçonner un petit peu. Il y a aussi certainement certaines entreprises qui se sont dit: «Ben, elle va manquer de force, elle va manquer peut-être de compétences, que sais-je». En tout cas, toujours est-il que, Et c'est un profil atypique. atypique. Et donc, ça peut effectivement, la Ouais, différence peut faire peur. Ouais. ça a dû rebuter parce que, alors, contrairement au notariat où j'envoyais un CV, j'avais 50 réponses, là, j'ai envoyé 200 CV pour n'obtenir aucune réponse. Et bon, j'ai fini par trouver, mais alors vraiment avec beaucoup de chance, un peu de persévérance aussi, mais une entreprise incroyable qui a accepté de me prendre en alternance. Et de là, on a déroulé un petit peu le processus. Donc, c'était 1 an de formation. Alors, le CAP, normalement, c'est 2 ou 3 ans, mais effectivement, comme j'avais déjà tout le cursus universitaire derrière, j'étais exemptée de toutes les matières générales, ce qui m'a permis de le passer en 1 an et de me concentrer vraiment que sur les matières techniques. Et donc, pendant cette année d'apprentissage, j'étais à la fois donc au centre d'apprentissage avec les un peu plus jeunes, et puis à la fois en entreprise, à peu près moitié-moitié. Justement, sur ce sujet de difficulté de recrutement, on voit très bien, et tu l'as dit, hein, dans le Parcoursup, on ne propose pas ces choix, et c'est pas naturel en fait. Hein. Qu'est-ce qui manque, d'après toi, pour qu'on puisse justement faire de ces métiers qui sont nécessaires? Ces métiers sont des métiers indélocalisables, sont des métiers de passion, sont des métiers de contact humain, ce sont des métiers où on gagne bien sa vie, où on est indépendant, on est patron, on est très vite patron. Comment est-ce qu'on peut faire pour attirer davantage de femmes et d'hommes, soit en cursus classique, soit en reconversion? Bah, c'est vrai que je trouve que dans la société actuelle, même si c'est en train de changer quand même, c'est quand même des métiers qui sont généralement sous-valorisés, je trouve. À la fois parce que c'est pas des métiers qu'on met du tout en avant, dans les lycées, type classique, enfin, c'est pas du tout des formations, desquelles on parle. Et puis dans la société, il reste quand même un peu cette idée que, les artisans, les ouvriers, c'est un petit peu, voilà, les gars du BTP, quoi. C'est pas génial. Moi, je sens une énorme différence, dans la façon dont les gens me traitent quand je suis avec mon bleu de travail ou quand je suis habillée, tous les jours, enfin, quand je suis habillée en jean avec une petite chemise, je sens une énorme différence. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, quand même, ces métiers, quelque part, dans l'imaginaire collectif, c'est des métiers sales, c'est des métiers, durs, c'est des métiers, bon, c'est pas des métiers qui font rêver, quoi. Est-ce qu'on peut maintenant parler de ton activité? Tu termines tes études et ta formation chez l'entreprise qui t'a formé, qui t'a appris plein de métiers, tu décides de te lancer? Oui. Tu es resté longtemps dans cette Je société? suis restée 1 an, le temps Un an? de mon D'accord. Et tu contrat. savais que tout de suite après, tu allais... Alors, on en a discuté, on a hésité un petit peu, mais après j'ai eu la naissance de ma fille, donc les choses se sont un peu entraînées comme ça. Et puis, le planning a fait que, bon, je suis partie, j'ai lancé mon activité en auto-entreprise, mais un petit peu à mi-temps pour m'occuper de ma fille. Donc Bien sûr. des choses, le planning s'est fait un peu comme ça. Et donc j'ai commencé par m'installer en tant qu'auto-entrepreneur, parce que c'est le truc le plus simple quand on n'a pas encore une grande activité. Donc je m'occupais un petit peu de ma fille, et de l'autre côté, je lançais une activité tranquillement. Donc je commençais les petits dépannages, etc. Et puis progressivement, le bouche à oreille a bien fonctionné. Comment tu arrives, malgré la charge de travail, le succès de l'entreprise, à garder un équilibre vie pro, vie perso? Là où moi, je trouve que j'ai un très bon équilibre vie pro, vie perso, alors que je fais quand même beaucoup d'heures, c'est que je peux choisir aussi mes heures de travail. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que moi, typiquement, entre 17h30 et 19h30, il n'y a plus personne. Je vais chercher ma fille, je m'en occupe, je la couche, je lui fais à manger, et c'est mon petit moment où je partage du temps avec ma fille. Et le soir, je reprends à 19h30 et je peux bosser jusqu'à tard dans la nuit. Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance parce que je peux envoyer mes devis à toute heure du jour et de la nuit. Et en fait, c'est d'être capable de moduler, de me dire, OK, là, je vais travailler un petit peu la nuit, et puis comme ça, je peux me libérer un peu le samedi matin, etc. Cette faculté de choisir mes horaires, de me dire, là, j'ai besoin d'un temps avec ma famille parce que je sens que j'en ai besoin, ou là, ma fille a besoin de me voir, ou moi, j'ai envie de la voir, ça change beaucoup de choses. Si on prenait un peu de recul sur l'activité, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi sur ta partie professionnelle? Qu'est-ce qui te gêne le plus dans ton métier? Une réglementation qui change trop d'administratifs? Est-ce qu'on peut creuser un peu ces aspects-là? Parce que c'est intéressant. Tous les matins, il y a entre 50 et 75 000 artisans qui passent dans nos magasins. Donc on les connaît bien, et on entend aussi, parce qu'ils viennent au café chez nous, hein, ils passent le matin. Et donc je le dis toujours à nos adhérents, c'est que le premier réseau social, c'est leur magasin. C'est là où tout se passe. Et donc on entend les choses. Et donc j'aimerais aussi voir si tu partages ou non c'est les difficultés que tu rencontres. Moi, c'est vrai qu'en passant du statut d'auto-entrepreneur à celle de gérant d'une SARL, j'ai vu une énorme différence dans la quantité de gestion administrative. Quand j'étais en auto-entreprise, j'avais l'impression de faire 30% d'administratif pour 70% sur le terrain. Et là, les proportions se sont quasiment inversées, quoi.
parce que j'ai l'impression oui, effectivement, en termes d'administratif, d'être constamment avec des besoins de tout un tas de réglementations que j'essaie de suivre, mais que, honnêtement, parfois, je le laisse un peu passer, et je me fais rappeler à l'ordre, etc. Et en fait, je me rends compte parfois que je n'arrive même pas à accorder assez de temps à ces sujets-là, parce que moi, je suis dans la vie de tous les jours. J'ai mes clients qui m'appellent, j'ai des devis à envoyer, j'ai du travail à faire, et que toutes ces réglementations, tous ces sujets administratifs, parfois, je les fais un peu passer au second plan, et à des moments, c'est vrai que ça me rattrape. Je pense que l'IA peut nous aider dans ces domaines-là en pré-mâchant l'information, en fait, et qui soit exactement cible pour nous. Cette pression administrative, tu l'as évoqué, et puis cette instabilité. Il y a un cadre réglementaire qui bouge beaucoup et beaucoup de mal à se mettre à jour parce qu'on a plein de choses à faire. Le neuf, la réno, ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie qui sont des bonnes choses. Mais ce qu'on demande, nous, c'est vraiment qu'elles soient mises sur des cycles et qu'on ait le temps de se former, parce que nous, le réseau Tout Faire, c'est 4000 personnes qui accompagnent tous ces artisans dont on parlait, et donc il faut aussi les former, parce qu'on vient leur demander ces infos. C'est une source, en tout cas, d'insatisfaction de par cette pression administrative. Toute la partie mise en valeur du devis, boucle de référence, c'est des choses sur lesquelles tu travailles, j'allais dire tout le marketing de ta société, de ton offre, c'est des choses sur lesquelles tu bosses là-dessus, tu investis du temps? Moi, c'est vrai que ma marque de fabrique, donc moi, le nom de ma société, c'est La Plombière en Marinière. Bon, je suis pas en marinière aujourd'hui, comme je te disais. Quel dommage, ma chère Clarisse. Mais il y a un peu une image autour de ça. Donc, c'est vrai que j'essaye de faire des devis, des factures avec un petit peu en arrière-plan la marinière pour rappeler un petit peu ça. Et c'est vrai que j'essaye de mettre un peu en avant la qualité du travail. C'est un site internet que j'ai fait moi-même. Je pense que ça se voit. D'accord. J'essaie d'y travailler quand même parce que j'aime bien cette polyvalence aussi de me dire que je garde la main. Alors, je pense que ça va devoir changer dans pas longtemps, mais bon, pour l'instant, c'est moi qui le gère. Effectivement, on a un book avec nos plus chouettes réalisations, en tout cas celles dont on est les plus fiers. Moi, je voudrais qu'on parte maintenant vers un peu un aspect plus féminin. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte d'être une femme dans ce métier-là? Alors, ça apporte beaucoup de bien. Ça apporte aussi des choses un peu moins bien. Je vais détailler un peu. Ce que ça apporte bien, évidemment, c'est que c'est rare. Et forcément, ça appelle un petit peu à la discussion, ça étonne. Donc les gens, quand ils voient la plombière, ça fait un petit quelque chose dans leur esprit. C'est sûr qu'on n'oublie pas la plombière. On peut oublier peut-être le plombier qui est passé, mais la plombière, quand même, ça fait quelque chose. Il y a aussi l'aspect qui est pas forcément légitime d'ailleurs, mais de se dire que les gens souvent font plus confiance à une femme. Ils vont se dire, c'est une femme, elle va pas m'arnaquer, elle va pas me raconter n'importe quoi. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer plus de femmes sur ces métiers du bâtiment qui manquent cruellement de personnes, mais qui manquent aussi, j'allais dire, d'altérité. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait recruter plus de femmes dans le bâtiment, d'après toi? Je pense que déjà, ce qu'on fait là, déjà, c'est bien, parce qu'il faut mettre aussi en avant les femmes qui font ce métier et rappeler à ceux aussi, mais à celles qui nous écoutent, que c'est un métier qui n'est pas uniquement réservé aux hommes, qu'on peut le faire, que c'est pas facile, mais qu'on peut le faire, qu'on est capable de le faire, que effectivement c'était des métiers qui étaient extrêmement physiques, qui le sont toujours, mais de moins en moins aussi. C'est vraiment génial de voir des exemples tels que le tien. Juste pour terminer, est-ce qu'on pourrait aussi ouvrir en disant qu'il y a la communication pour faire attirer plus de femmes et plus de vocations globales, jeunes ou moins jeunes en reconversion dans le monde du bâtiment. Est-ce qu'à part la communication, est-ce que c'est ça le seul biais? C'est la seule chose qui manque pour qu'on attire davantage? Parce qu'on sait qu'on va rénover nos parcs énergétiques, tous nos bâtiments. On parle de 300 000 personnes qui manqueraient dans les 10 prochaines années en main-d'œuvre, donc c'est gigantesque. L'IA ne sait pas encore remplacer une fenêtre pour l'instant, mais peut-être qu'avec des robots, ça va vite arriver. En tout cas, on ne le voit pas tout de suite. À part la com, est-ce que tu as pensé à d'autres choses qui nous permettraient justement d'avoir cette nouvelle recrue dont on manque en fait? Je pense aussi qu'il y a un biais un peu général de la société, mais qui n'est pas que dans le bâtiment, où il y a encore, je trouve, beaucoup de secteurs qui sont de manière générale plutôt orientés masculins et d'autres plutôt féminins. Et je pense qu'en fait, c'est ces frontières-là qu'il faut peut-être faire tomber un petit peu à la base. Je ne parle pas forcément que du bâtiment, mais c'est vrai qu'on voit dans les écoles d'ingénieurs qu'il y a encore quand même beaucoup d'hommes. Enfin, je veux dire, il y a encore beaucoup dans la société. Ces sujets-là sont encore ancrés. Je ne pense pas qu'elles soient forcément propres au bâtiment. Je pense que toutes ces frontières-là, maintenant, et je pense, vont tomber de plus en plus. Et peut-être que ce sera une piste pour ouvrir la plomberie et de manière générale tous les métiers du bâtiment aux femmes. Je l'espère en tout cas. C'est très très beau de voir ça.
Est-ce que toi, ça te donne envie, je suppose, est-ce que tu as la structure maintenant pour prendre d'autres apprentis? Comment ça marche? Alors, pour l'instant, on a pris un apprenti effectivement cette année. L'expérience s'est bien passée. Alors, il y a des avantages, il y a quand même aussi des inconvénients. Mais bon, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Alors, pas forcément finalement pour le bien-être de notre entreprise, parce que je ne sais pas si la plus-value est incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, on m'a donné ma chance. Alors que j'étais sûrement considérée, comme la plupart des gens, comme le boulet. Il y a une entreprise qui m'a donné ma chance, qui m'a formée, qui m'a appris, et moi j'ai envie de le transmettre. C'est un métier qui est super chouette. Il ne faut pas qu'on laisse des jeunes qui ont envie de le faire sur le carreau, et moi je suis ravie vraiment de contribuer à les former. Moi, ce que j'ai envie vraiment, c'est d'avoir des apprentis, pas des apprentis pour leur faire nettoyer le chantier, balayer, c'est pour leur apprendre, leur transmettre la passion. Moi, c'est ça que j'aimerais pouvoir faire pour que les jeunes découvrent ce métier tel qu'il est, c'est-à-dire un métier qui est quand même vraiment chouette, quoi. Un très grand merci, Clarisse. Merci d'avoir partagé ta passion et c'était extrêmement communicatif. Je suis certain que ça va susciter plein de vocations pour rejoindre ce beau métier, ces beaux métiers du bâtiment. Donc, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était avec grand plaisir. Bon retour sur tes chantiers et à très bientôt. À bientôt.